le badge Open to Work sur LinkedIn, pour ou contre? Je suis contre. Et je suis pour. Minimum d'efforts sur le CV, minimum d'efforts sur la soutenance. Je me souviens. 2013-2014, j'étais chez les clients où les internes seulement pouvaient télétravailler quelques jours. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle du marché du freelance IT en 2025 et je remercie chaleureusement Ayman Fajri pour avoir aidé à l'organisation de ce podcast. Je m'appelle Raouna Keloedi, je suis consultante IT et freelance depuis 2022, également coach professionnel certifié RNCP et je partage du contenu spécialisé pour freelance et consultant sur les réseaux sociaux. Ayman Fajri, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour Raouna, merci pour l'invitation. Je m'appelle Ayman Fajri. Je viens du monde de la data, de la finance. J'ai passé plusieurs années à être consultant freelance. Et aujourd'hui, je suis ici pour continuer à partager mes expériences et échanger avec d'autres freelances, d'autres consultants. Parce que je crois que c'est grâce à ça qu'on grandit ensemble et surtout qu'on grandit mieux ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en 2016, on a créé Lightning, un service de portage salarial, mais pas que ça. Et ça m'a permis personnellement de côtoyer encore plus de freelance. J'ai dû accompagner des centaines de freelance dans leur quotidien, dans leurs difficultés et réussites. Et c'est quelque chose qui pour moi est importante pour pouvoir évoluer ensemble. C'est primordial, surtout dans le contexte actuel. Très bien. Ayman, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu dans le passé et parler plus en détail au sujet de ton parcours? Personnellement, j'ai eu un parcours assez de consultant. J'ai été dans la data, dans des ESN. À un certain moment, j'ai eu surtout envie de liberté professionnelle, ou une liberté qui me permettra surtout de choisir mes missions, choisir un peu dessiner moi-même ma carrière. Et j'ai eu ce déclic-là lorsque j'ai eu à travailler avec des ingénieurs d'affaires qui ne comprenaient pas ce à quoi j'aspirais ou ne comprenaient pas trop mon métier. Du coup, par exemple, à chaque fois qu'ils voyaient Excel dans un appel d'offres, ils m'envoyaient dans ces missions-là. Du coup, j'ai pu prendre cette décision-là plus facilement grâce au portage salarial parce que ça m'a permis une bonne transition. Le fait d'avoir un marché assez foisonnant à l'époque, on parle de 2010-2011, m'a permis vraiment de choisir des missions et de dessiner vraiment ce que je voulais faire de ma carrière. Et franchement, j'ai pu faire de belles missions grâce à ça. Aujourd'hui, je suis conscient que c'est pas le cas comme avant, mais c'est toujours possible. Et donc, c'est pour ça que je continue à promouvoir le freelance, l'indépendance et surtout le pouvoir de choisir ce qu'on veut faire, chez qui on veut travailler, etc. D'accord. Donc, c'est principalement un besoin de liberté qui a poussé vers ce passage, c'est ça? Oui, on va dire besoin de liberté et de choix, surtout. D'accord. Tu m'as dit que c'était autour de 2012, c'est bien ça? J'imagine qu'il y a beaucoup de différences entre le freelance en 2012 et maintenant. Si tu pouvais nous parler du freelance en 2012 d'abord. Il n'y a pas trop de différences, mais il y a certaines différences qu'on peut relever. Par exemple, dans la population de freelance, il y avait beaucoup d'experts, beaucoup de top freelance, beaucoup de spécialités, beaucoup de gens extrêmement spécialisés. Le nombre de freelance était restreint. Il y avait peu de plateformes de freelance. Il y avait peu de clients qui travaillaient directement avec des plateformes de freelance aussi. Peu de clients qui acceptaient les freelances. Peu de SN qui étaient ouverts à sous-traiter à des freelances. Aujourd'hui, il y a un grand changement qu'on peut remarquer. On peut remarquer un grand changement qui arrive, c'est surtout l'accès aux freelances aux jeunes diplômés. On voit beaucoup de personnes commencer directement leur carrière en freelance. Soit ils étaient en alternance et puis au lieu de leur proposer des CDI, on leur propose directement des freelances. On a aussi une grosse population un peu de professionnels dans l'IT qui sont un peu on va dire, pas très spécialisés ou très généralistes, mais qui arrivent toujours à s'en sortir dans ce marché-là. Il y a aussi les TJM qui ont beaucoup baissé.
euh, qui ont beaucoup baissé pour certaines populations, parce qu'il y a beaucoup plus de freelance dans le marché. On parle d'une augmentation peut-être de population de 15% chaque année. C'est vrai qu'il y a plus de missions en freelance, mais il y a encore de plus en plus de freelance. Et ça, on peut le remarquer aussi sur des marchés qui sont précurseurs un peu par rapport à nous en France. Si on voit par exemple en Angleterre, il y a eu un attrait pour le freelance un peu avant nous. Et puis sur ce marché-là, on voit que les TJ, plus le nombre de freelance augmente, plus les TJ ont baissé. C'est ce qu'on remarque aussi en France. Et on va continuer à observer sûrement ces marchés-là parce que finalement, ils nous donnent un peu une idée sur notre futur ici. D'accord, très bien. Et par rapport au télétravail, au type de contrat, régie forfait, qu'est-ce qui a changé? Durant mon parcours, j'ai vu beaucoup de régie, plus de freelance en régie. Par contre, le télétravail, il n'y avait pas moyen, c'était vraiment un rêve. Par exemple, en 2013-2014, j'étais chez des clients où les internes seulement pouvaient télétravailler quelques jours. Alors que nous, non. Aujourd'hui, après le Covid, ça a permis un peu d'avoir cette ouverture-là. Et j'espère que ça va continuer. Oui, d'accord. Et tu as parlé tout à l'heure des entreprises qui maintenant proposent à leurs consultants une mission en freelance plutôt qu'en CDI. Qu'est-ce qui pousse les entreprises, à ton avis, à faire ça? C'est des raisons budgétaires surtout. Un besoin de flexibilité. Oui. Et puis, particulièrement chez Lightning, on a pu porter des jeunes indépendants. Et les raisons pour lesquelles ils se sont vus proposer ce type de contrat, c'est qu'il n'y avait pratiquement pas de budget pour les prendre en CDI. Et puis, il y a eu cette ouverture-là. On peut voir ça comme une ouverture, comme une possibilité, comme on peut voir ça comme un recul. Parce que la première fois que j'ai entendu ça, moi, j'ai tout de suite pensé que c'était parce qu'ils avaient besoin d'un freelance tout de suite et ils veulent pouvoir le remercier assez rapidement quand ils n'ont plus besoin de lui. Est-ce que c'est ça? Je ne pourrais pas le confirmer. D'accord. Mais ces raisons-là existent. Ouais. Je dirais que surtout les entreprises cherchent à ne pas se priver des meilleurs talents. Donc, si le freelance permet un peu d'éviter des blocages budgétaires et de récupérer quelqu'un de performant ou quelqu'un d'important, ils le font. D'accord. Et aussi quelqu'un de très rapidement disponible, parce qu'au maximum, ils attendent 1 mois. Oui. Mais pas 3 mois. Oui, c'est vrai. Dommage pour toutes les personnes qui sont en CDI, en salariat et qui souhaitent passer en freelance. Il faut absolument réduire ce préavis. Exactement. Ça, c'est un sujet, d'ailleurs, on est contacté souvent par beaucoup de salariés en CDI, mais qui veulent passer en freelance. Ils se voient proposer des missions, mais c'est pour maintenant. Oui. Alors que leur préavis est de 3 mois. Il y a toujours des solutions, mais c'est toujours au cas par cas. C'est toujours au cas par cas. En tout cas, pour revenir un peu au sujet de l'intérêt des entreprises pour le freelance, moi je pense que c'est un besoin sociétal. C'est que ça fait plus de 5 ans qu'on parle d'ubérisation de la société. Et c'est un besoin aujourd'hui chez beaucoup de professionnels et chez beaucoup d'entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises, je pense je ne sais pas si je pense qu'elles suivent un peu ce besoin-là parce que par intérêt. Pour ne pas se priver des meilleurs talents. On voit aujourd'hui que des plateformes de freelance se référencient directement chez des grands comptes. Des services de portage salarial aussi se référencient chez des grands comptes. Et tout ça, ça permet un peu de plus avoir accès aux meilleurs freelances pour des entreprises en général. D'accord. On a parlé tout à l'heure de freelance en forfait et freelance en régie. Quelle est un peu la répartition des freelances, à ton avis, sur le marché? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de régie que de forfait? J'imagine que oui, d'après ce que tu m'as dit, mais à quel... Alors, sur ça, je n'ai pas vraiment de chiffres exacts, mais je vais me reposer sur les chiffres que j'ai du fait de notre activité de portage. Et pratiquement 90% des contrats sont des contrats en régie. D'accord. Ça confirme un peu ce que j'ai vu.
Je ne connais personne en forfait. Euh, Beaucoup de freelance pourtant. Oui. Je peux aussi te confirmer qu'il y a, que le forfait commence à avoir du succès aussi. Il commence à être proposé par des grands comptes aussi. Surtout pour des raisons budgétaires aussi. On passe par un contexte un peu délicat, on va en parler peut-être tout à l'heure. Il y a des conflits internationaux, il y a peut-être des guerres économiques. Il y a eu la crise du marché de l'IT en 2023, l'intelligence artificielle, le nombre croissant de freelance qui n'arrête pas d'alimenter le marché. Et ce manque de visibilité-là, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus surtout de banques qui étaient plus celles qui proposaient plus de régie, se rabattre aujourd'hui vers des solutions de forfait. Ça leur permet peut-être de maîtriser mieux leur budget sur le moyen terme. D'accord. Et est-ce que le forfait serait aussi valable pour quelqu'un qui souhaite travailler tout seul, pas forcément en équipe, et qui voudrait proposer ses services directement aux clients? Alors, le forfait a ses intérêts, ses avantages. Étant en forfait, on peut s'engager, on s'engage principalement sur du résultat, sur des livrables. Et des personnes qui aspirent à encore plus de liberté, à avoir plus de clients, peut-être 2-3 clients parallèles, qui aspirent à du télétravail ou bien qui aspirent à un peu avoir des horaires aménagés, peuvent trouver leur bien-être dans des forfaits comme ça. Je pense que plusieurs freelances trouvent du réconfort dans des missions en régie. Mais concrètement, c'est pratiquement la même chose. Parce qu'au final, une mission en régie, elle s'arrête au bout d'un mois. C'est le préavis qu'a le consultant. Même si on peut t'annoncer une mission de 3 ans, de 10 ans, ben finalement, c'est une mission d'1 mois parce que tu as 1 mois de préavis. Alors qu'un forfait, au moins, peut-être tu peux te garantir encore plus de jours ou plus d'engagement. Il y a aussi l'aspect financier. Oui, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'on peut facturer plus en forfait? On peut facturer plus, c'est sûr, parce que le nombre de jours est restreint. Les services d'achat qui sont réputés d'être durs en négociation, un peu quand il y a des forfaits, comprennent un peu le fait que c'est des jours limités. Mais surtout financièrement parlant, en forfait, on peut signer, on peut recevoir des avances à la signature. Généralement, c'est 20%, 30% et c'est intéressant. D'accord. Il y a aussi des clauses au sujet du retard de livraison. Donc, on peut facturer plus, mais il y a un risque qui va avec. C'est vrai? Oui. C'est ce que j'ai entendu. Alors oui, après, tout se négocie. Tout se négocie. Le consultant est la partie la plus faible, je veux dire, par rapport à un grand groupe ou une grosse entreprise. Donc, il doit négocier, s'entourer de bonnes personnes pour le conseiller. Il y a beaucoup de boîtes de portage qui proposent aussi des conseils sur des signatures de contrats et tout ça. Des conseils juridiques, ça c'est important. Et puis, s'entourer de bons consultants, travailler avec les bons ingénieurs d'affaires, les bons clients. Oui. Et puis, tous les forfaits, ils ne concernent pas des livrables avec du timing. Il y a des forfaits qui concernent juste ce qu'on appelle des bons de commande surtout. C'est un nombre de jours commandés, sans engagement de livraison. Ça aussi, ça peut être une bonne alternative. Surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est surtout si on aspire un peu à plus de liberté ou plus d'options que ce que pourrait proposer une prestation en régie. Mais si on est en régie, est-ce que ça veut forcément dire qu'on ne peut pas négocier grand-chose, optimiser sa rémunération, son TJM? Est-ce qu'on est vraiment coincé ou est-ce qu'il y a moyen quand même d'imposer certaines choses? Alors, je ne dirais pas imposer et je ne dirais pas coincé. D'accord. Moi, je pense que c'est un état d'esprit à avoir. Je pense que tout se négocie. Un consultant ou bien un freelance en IT, il faut savoir que quand on passe en freelance, on devient une entreprise. Et une entreprise, son but, c'est d'avoir des clients et de les garder. Et tout se négocie. Donc, un freelance, il doit d'abord commencer par montrer de la valeur ajoutée, chiffrer un peu ses réalisations. Et puis à partir de là, savoir se vendre aussi. Et puis à partir de là,
tout peut se négocier qu'on a toujours besoin de nous. Il ne faut pas, bien sûr, aller rêver d'avoir des avantages un peu à l'infini, Oui. mais tout peut se faire. C'est au cas par cas, je vais dire, ou bien ça dépend de la situation de chacun, comment il est entouré, qui sont ses clients, quel est le type de sa prestation, comment il la valorise. Et puis tous ces éléments-là, ils font la différence pour un peu, ils font qu'on peut négocier ou pas. D'accord. Pour un consultant en régie, moi j'imagine tout de suite un consultant temps plein chez un seul client. Est-ce que c'est toujours cette configuration qui prime ou est-ce qu'il existe autre chose? Pour moi, c'est la majorité des personnes que je connais, voire la quasi-totalité des freelances que je connais. Normalement, c'est la base. D'accord. C'est des contrats cadres. Mmh. Après, on voit beaucoup de... En fait, la population de freelance doit être segmentée. Mmh. Quand on parle de freelance, on peut parler de top freelance, par exemple, des personnes très spécialisées, hyper spécialisées, on va dire, avec un bon réseau, avec une bonne relation avec leurs clients, qui savent valoriser leur travail, savent un peu imposer leurs règles. Et chez ces gens-là, on peut remarquer que même sur des contrats en régie, ils peuvent enchaîner 2 contrats en parallèle, tout en étant transparent avec les 2 ou les 3 clients. On voit pas mal de consultants extrêmement demandés faire ça. Et tant qu'ils arrivent un peu à valoriser ce qu'ils font et puis à apporter de la valeur ajoutée, ils continuent. D'accord. Donc ça passe forcément par négociation lors de l'entretien client, même si je sais que beaucoup de freelances n'aiment pas l'appeler comme ça. Mais... Oui, c'est vrai. C'est un entretien client. C'est pas un entretien client. Okay, comment est-ce qu'on peut l'appeler alors? C'est une soutenance. Soutenance, très bien. Parce qu'à force d'utiliser oui. un peu des termes, ou les bien mauvais à force termes, de chercher, à force de chercher de la facilité, un peu on modifie le sens de tout. Mais c'est vrai que le terme modifie le sens de la chose. Quand je vais à un client, je vais pas à un entretien d'embauche. Oui. Je vais soutenir un peu mon profil ou mes compétences. Un client, normalement, il exprime des besoins sur lesquels il a, ou bien pour lesquels il a besoin d'être rassuré. Il rencontre un consultant qui soutient un peu pourquoi il peut combler ces besoins-là et comment, etc. Donc c'est une soutenance client, c'est pas un entretien d'embauche et plein de choses en découleraient après, ou bien plein de choses en découlent. C'est quand je vais avec une posture je vais passer un entretien, une soutenance avec une posture d'entretien d'embauche, je vais continuer dans ce sens-là, même si je suis pris. Je vais considérer que le client, c'est mon responsable. Il va y avoir des ambiguïtés. Alors que, pour moi, un consultant, dès le départ, il doit se fixer sur qui il est, avec qui il échange. Et pour répondre à ta question, pour moi, tout se négocie après l'entretien client. Ça veut dire qu'une fois sur place... Après la soutenance. Après la soutenance. Et une fois sur place, moi, ce que je conseille souvent aux consultants, c'est une fois sur place, essayer de montrer de quoi on est capable, montrer sa valeur ajoutée, la chiffrer, bien l'exposer, savoir s'entourer aussi. Tu sais, généralement, nous, les consultants, on a un peu beaucoup d'a priori sur les ingénieurs d'affaires. Des a priori que je ne partage pas forcément parce que pour moi c'est un maillon important de la chaîne. C'est comme des agents de joueurs finalement pour nous, ou bien des agents d'artistes. Bien s'entourer de bons ingénieurs d'affaires pourra facilite souvent la négociation avec les clients parce qu'il pourra dire ce qu'on ne peut pas dire ou ce qu'on ne veut pas dire. Finalement, un consultant il doit se concentrer que sur sa prestation, que sur sa prestation de consultant et ses résultats. Et étant bien entouré, une fois chez le client, une fois que j'aurai bien sûr valorisé ce que j'ai apporté, chiffré, je pourrai un peu accéder ou renégocier d'autres choses. Et on voit souvent, même chez de grands groupes qui ont des restrictions par rapport aux freelances,
on les voit souvent garder ou faire des exceptions pour les top freelance. On voit des gens rester 10 ans chez des entreprises qui restreignent les prestations à 3 ans, par exemple. On voit des TJ exceptionnels pour des gens exceptionnels. C'est ça. Oui, en parlant des ingénieurs d'affaires, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup au sujet des commissions qu'ils prennent sur chaque jour travaillé, mais maintenant que je réfléchis, il n'y a aucune mission que j'ai trouvée par moi-même toute seule. Hein. En fait, toutes les missions que j'ai faites, maintenant que je travaille depuis une dizaine d'années, ça a toujours été un ingénieur d'affaires qui m'a ouvert les portes des grands comptes, parce que je travaille exclusivement chez des grands comptes. Donc oui, ils sont très importants. Très, très importants. Ils font partie de ce qu'on appelle... c'est un maillon important de la chaîne. Pour moi, ils font partie de ce marché-là. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens se plaindre du marché du freelance. On voit beaucoup de négativité surtout. Mais pour moi, il n'est pas la situation n'est pas si noire que ça. Pourquoi? Parce que chacun de nous, il a son propre marché. Et chacun de nous, il a son propre marché, parce que pour moi, un marché de freelance, c'est quoi? C'est chacun, il a son propre marché, et ce marché-là, il est constitué de clients, d'ingénieurs d'affaires, et aussi de confrères. Toute cette sphère-là, ça représente mon marché de freelance à moi. Aujourd'hui, on peut dire, OK, le marché, il est en recul, il y a de plus en plus de freelance, les TJ baissent, il y a de moins en moins d'offres. Et d'ailleurs, par exemple, là, l'année dernière, il y a eu un ex-collègue qui travaille pour une grosse ESN. Et lui, il m'a confirmé le fait que c'est une grosse ESN qui reçoit pratiquement tous les appels d'offres de France. Il m'a confirmé qu'en 2024, ils ont reçu 30% de moins d'appels d'offres qu'en 2023. Et il n'y a pas plus parlant que ce chiffre-là. Et donc, du coup, effectivement, le marché il est en recul. Par contre, chacun de nous, il a son propre marché. Par exemple, si je suis consultant data qui habite à Lyon et qui n'aime pas travailler pour des assurances, ben pour moi, mon marché, c'est ça, c'est le marché de la data à Lyon. Je ne suis pas mobile, et sauf tout ce qui vient de l'assurance. Et du coup, chacun de nous, il doit sonder son marché, avoir un peu son idée à lui de son marché à lui. Et puis, pratiquement, notre marché en tant que freelance, c'est les ingénieurs d'affaires avec qui on est en contact. Notre cercle de confrères. Et puis, notre cercle de clients. C'est vrai que beaucoup de consultants aujourd'hui arrivent à trouver des missions grâce à des anciens clients, par exemple, se font rappeler ou bien via des contacts et tout ça. Mais la majorité du marché passe par des ingénieurs d'affaires. Il y en a qui sont très bons, très professionnels. Il y en a qui ne le sont pas. Et ce que je pourrais conseiller surtout aux jeunes freelances ou même aux plus anciens, c'est de bien s'entourer surtout, d'avoir un cercle d'ingénieurs d'affaires, 5 ou 6, d'écrire ces noms-là, et puis d'alimenter ce cercle-là, souvent, d'alimenter en gardant contact, en remontant des informations, en partageant des CV aussi. Et plus on va nourrir ce marché-là, aussi ça inclut aussi les clients, plus on va nourrir ce marché-là, plus on va faire plus partie de ce système et recevoir aussi en échange des opportunités, des informations. Les freelances qui adoptent ce genre de pratique ou qui se jettent pleinement dans leur marché ont une meilleure vision de leur marché. Restent peu en intercontrat, trouvent des missions plus rapidement et surtout des missions qui correspondent à ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, il est très très important pour moi, pour chaque consultant un peu de nourrir cette sphère-là, de la nourrir. Cette sphère, pour moi, je vais le redire peut-être, mais elle est constituée d'ingénieurs d'affaires, de confrères, des ex-collègues, des gens qui sont dans le même domaine que moi. Ils peuvent remonter des infos, je peux aussi demander leur avis sur plein de trucs. Un freelance, il tombe facilement dans la solitude, dans l'individualisme. L'isolement. Et c'est l'isolement aussi. Et tu sais, il y a beaucoup de freelances qui se réveillent après 300 de mission. Oui, j'en ai vu beaucoup. Exactement. Énormément. 3 ans en sous-marin, sans parler à aucun ingénieur d'affaires, à aucun client, à aucun confrère. Et ils se réveillent pour dire, voilà, le marché n'est pas bon.
Parce que la mission se termine tout d'un coup. Exactement. C'est ça. Il faut se remettre sur le marché. Malheureusement, beaucoup se contentent de mettre une pastille verte sur Instagram ou mettre quelques commentaires pour avoir de la visibilité. Mais pour moi, ça, c'est rien. Faut surtout un peu rentrer dans ce marché-là et vivre dedans, le faire vivre. Et puis, automatiquement, ça revient en bien sur nous en tant que freelance, sur des opportunités, sur notre quotidien aussi. Et ça, ce que tu viens de dire est très important parce que aujourd'hui, ce n'est plus un luxe, c'est quasiment une obligation pour retrouver des missions. Alors qu'avant, on n'avait pas du tout besoin de faire tout ça. Oui. On n'avait qu'à créer un profil LinkedIn. Comme tu disais, la pastille verte sur LinkedIn. Répondre aux messages, on en avait plein. Et puis, on n'avait qu'à choisir une mission parmi celles qu'on nous proposait sur LinkedIn par messagerie. C'est vrai. Minimum d'efforts sur le CV, minimum d'efforts sur la soutenance. Voilà, je me souviens de la terminologie, la bonne terminologie. Oui. Donc, on n'avait pas besoin de faire tellement d'efforts pour trouver une mission. Comme tu dis, il y en a plein qui avaient une mission longue durée, 3 ans, 2 ans et quelques, et puis d'un coup, ils reviennent sur le marché avec les mêmes réflexes, je dirais, oui. Et qui s'étonnent que plus rien ne marche. En fait, tout a changé, le monde des changements, donc il faut s'adapter en permanence, c'est ça. C'est vrai. L'avantage de tout ça, c'est que ça va moins nous générer des consultants divas un peu. Ouais. Et c'est vrai qu'avant, un professionnel dans l'IT, il suffisait d'ouvrir, j'en connais plein, qui ouvraient juste leur compte LinkedIn pendant 2-3 jours et la nouvelle mission était bouclée. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Faut avoir une autre démarche. Surtout chez nous dans l'IT, on n'est pas très sensible à ça, alors que c'est très très important. Et d'ailleurs aujourd'hui, chez Lightning, on essaie un peu d'accompagner des freelances en leur permettant un peu d'avoir du coaching, un peu de l'aide sur ces aspects-là. Tu sais, rien que j'en vois plein aussi sur LinkedIn qui sont d'excellents freelances, d'excellents professionnels, mais leur profil LinkedIn n'est pas vraiment soigné du tout. Et ça, c'est plus un luxe, mais c'est un besoin aujourd'hui d'avoir une image et surtout un cercle. Oui. Un cercle vertueux. Bien choisi. Un cercle bien choisi, vertueux surtout. Et puis oui, il faut s'adapter. Même si on remarque du recul dans ce marché-là, mais on garde espoir parce que le nombre de freelances continue d'augmenter. C'est vrai, il y a eu des crises et des régressions, mais on espère qu'il y a encore des missions. Il y a encore des missions. Il y a encore des missions qui ne sont pas pourvues aussi. Oui. On voit beaucoup d'appels d'offres s'ouvrir et se fermer sans qu'il y ait de personnes prises. Et ça, on revient aussi à la même chose, c'est que le marché, il y a un manque un peu. Il y a un manque à combler entre les besoins et les consultants disponibles aussi. D'accord. Et pour ce type d'appel d'offres, qu'est-ce qui explique ce décalage ou ce fossé entre l'appel d'offres et l'absence de freelance ou l'absence de freelance adaptée à cette... C'est la nature du marché qui fait ça, ou qui génère ces besoins non comblés. D'accord. C'est qu'aujourd'hui, les besoins, ils sont partout, mais ils ne sont jamais regroupés dans un seul lieu. Il y a des besoins dans des plateformes chez les clients. Il y a des besoins qui passent un peu en sous-marin entre certaines ESN et certains clients. Il y a des besoins qui sont dans des plateformes de freelance. Et personne ne sait où vraiment trouver, où chercher. Ça dépend de la sphère dans laquelle je suis. Est-ce que je suis dans la bonne sphère ou pas? Ou est-ce que même le client publie ses appels d'offres pour les bons interlocuteurs ou pas? D'accord. Pour moi, il y a un gap peut-être technologique qui fait qu'aujourd'hui, tous les appels d'offres ne sont pas, ou bien tous les besoins clients ne sont pas visibles par tous les consultants. Est-ce que je peux en déduire que
il suffit d'être partout pour avoir plus de chances de trouver la bonne mission. Alors, être partout sans être vraiment bien référencé, ça veut dire connu, reconnu et bien référencé, ne servirait pas à grand-chose. Peut-être être référencé chez toutes les ESN de France ne m'ouvrirait pas toutes les missions de France. Ce serait difficile, ça prendrait beaucoup de temps et oui. pas forcément obtenir les bons résultats. Pour moi, côté consultant, l'idéal, c'est de bien s'entourer avec un premier cercle d'ingénieurs d'affaires, avec qui on s'entend bien, avec qui on partage les mêmes valeurs, avec qui on est en contact souvent. Ceux-là, ils vont peut-être anticiper pour nous proposer en premier sur des missions. Et puis aussi un deuxième cercle, avec qui on échange moins, mais avec qui on échange, qu'on sonde souvent et chez qui on est référencé et connu, et ainsi de suite. Pareil, être référencé, être reconnu par ses confrères, c'est important, parce que des fois, on peut se faire proposer des missions par un collègue, par un ex-collègue, par un ami, par un ancien client aussi. Après, du côté des clients, c'est vrai qu'ils passent à côté de quelque chose, parce que finalement, avoir 20% ou même 10% d'appels d'offres non pourvus, ça veut dire des projets non comblés, et il y a forcément quelque chose à faire. D'accord. Et tout à l'heure, tu m'as parlé des profils LinkedIn qui ne sont pas tout à fait adaptés au profil freelance, pas soignés, pas renseignés. Moi, je trouve que ça ne s'arrête pas là, parce qu'à la base, on est des techniciens, en fait. On est des spécialistes IT, spécialistes système d'information, spécialistes outils. Oui, des techos. Mais voilà, des techos. Mais on n'est pas tellement formés ni intéressés, je dirais, par l'aspect commercial, marketing, etc. Donc, moi, je vois de mon entourage, il y a beaucoup de difficultés à appréhender ce côté-là. Parce qu'on se sent bien devant les machines. Faut pas se leurrer, on se sent mieux devant les machines que devant des humains. Il y a... Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la première étape, c'est d'accepter qu'on a besoin de compétences moins S'en techniques. rendre compte déjà. S'en rendre compte. C'est la moitié du chemin. Exactement. C'est d'accepter qu'on a besoin de compétences un peu différentes, surtout lorsqu'on est freelance. Parce que, comme on a dit, être freelance, c'est vraiment être une entreprise. Et forcément, une entreprise elle a besoin de soigner son image, définir son offre, aussi avoir des partenariats, des partenaires fiables. Et donc, beaucoup de freelances, surtout pendant leurs premières années de freelance, ne donnent pas un peu d'importance à ces aspects-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça, nous aussi, on essaie de les aider en leur proposant du coaching un peu et de l'aide un peu sur ces aspects qui peuvent être très, très importants, encore plus importants. Parce que même chez le client, après, une fois dans la mission, une fois en fin de mission, il y a toujours des actions un peu importantes, mais qu'on néglige en tant que consultant. Je pense un peu au point de mission tous les 3 mois, un peu remonter ce qu'on fait, nos difficultés, nos acquis, nos valeurs ajoutées. Et pareil, en fin de mission, c'est important de faire une synthèse, la valoriser ou pas, et puis l'exposer aussi à d'autres futurs clients, d'autres futurs ingénieurs d'affaires. Toutes ces pratiques-là font qu'un consultant, seulement consultant, technicien, purement technicien, se voit transformé en freelance, en top freelance, en ayant acquis toutes ces bonnes pratiques-là et tous ces réflexes-là. Il y a aussi un point très très important à voir, ou bien un point important à remarquer entre, c'est quand on commence un peu, il y a l'importance on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est la naïveté, ou bien c'est l'esprit du débutant. On remarque chez les freelances, les nouveaux freelances, qui sont plus ils sont moins sur d'eux, ils sont plus ouverts, ils communiquent plus avec des ingénieurs d'affaires, des clients, ils sont plus ouverts à des confrères, posent des questions, ils sont moins dans les certitudes.
Et ça, par contre, c'est un bon point qu'on pousse souvent les consultants à garder. Parce que c'est finalement une qualité. Oui. D'être débutant. Et c'est quelque chose qu'on retrouve moins chez les plus expérimentés. Ils commencent un peu à être plus fermés, moins ouverts aux autres, moins ouverts au marché, ils posent moins de questions. Exactement, moins ouverts au changement. Et pour moi, il faut toujours revenir. Pour moi, c'est ce que je conseille, surtout aux anciens freelances, c'est de revenir à cet état d'esprit-là, à ce mindset-là. Le mindset du débutant où je suis ouvert à tout, je pose des questions, je suis en interaction avec tout le monde. Je suis toujours impressionné par des nouveaux projets, je suis impressionné par mon nouveau TJ. C'est merveilleux. Et, oui, exactement. D'accord. Moi, j'ai l'impression que pour les freelances plus seniors, ça devient presque une histoire d'ego, parce que pour eux, ça voudrait dire qu'ils remettent en question, on remet en question leur expérience, leur poids, leur connaissance, oui. etc. Mais ça, c'est un problème. C'est difficile. Ben oui. Mais ça, c'est un problème d'identité. À force d'être freelance, notre identité fusionne avec l'identité du freelance que nous sommes. Mais on est une entreprise. Et il faut faire cette dissociation d'identité un peu pour dire que... Donc il y a du travail nécessaire à faire, travailler sur soi d'abord. Exactement. Oui. Exactement. Sur son identité. C'est une dissociation à faire importante. Et ça permet d'éviter plein de crises d'ego au quotidien chez les clients, avec les ingénieurs d'affaires, avec tout le monde. C'est bien de s'entourer par des coachs en développement personnel. Si on constate des blocages en ce sens. Sinon, plus concrètement, pour tout ce qui est compétences de travail sur l'image, travail sur le marketing, etc., est-ce que je peux dire que, par exemple, moi, je peux me diriger vers des ingénieurs d'affaires qui pourraient me coacher sur ce côté-là, ou est-ce qu'il y a d'autres spécialistes qui pourraient m'apporter des choses je pense que c'est une très bonne idée. Il y a beaucoup d'ingénieurs d'affaires qui se sont vus reconvertir en coach et ils le font très très bien. Chercher des mentors aussi, c'est important. Trouver des partenaires, soit comptables, soit portage, soit des groupes de freelance, parmi lesquels on pourra trouver des mentors ou des gens bien intentionnés pour nous conseiller. Et puis bien sûr, quand on débute, on est moins dans les certitudes. On cherche un peu des retours sur ce qu'on fait, on cherche des astuces, on demande des bonnes pratiques, alors que forcément chez les anciens, c'est quelque chose qui baisse, qui disparaît avec le temps. Je ne parle pas des top freelance, parce que, à vrai dire, il y a une certaine population de freelance qu'on peut prendre comme exemple. C'est des gens très expérimentés, très spécialisés, qui ont les bonnes pratiques un peu en tête et qui les appliquent. Et ceux-là, ils sont aussi à prendre comme exemple. On peut essayer de les contacter aussi, mais j'ai l'impression qu'on peut pas toujours avoir des réponses de la part de ces personnes-là. C'est plus facile de rentrer en contact avec des pairs du même niveau, je dirais, que quelqu'un de plus haut. On a moins de réponses. Et moi, par exemple, de ma propre expérience, le fait de ne pas avoir accès à des top freelance ou à des seniors m'a poussée en fait à juste expérimenter et à me dire voilà, il n'y a pas de souci, j'ai le droit de me tromper, je vais me tromper, ça c'est sûr. Mais si je ne passe pas ce cap, je resterai là où je suis. Donc c'est ce qui m'a permis en fait de parcourir ce chemin-là finalement d'une dizaine d'années. Hein. C'est très récent pour moi, tout ce qui est réseautage, lien vraiment étroit avec les apporteurs d'affaires, etc. Donc j'ai beaucoup expérimenté, donc n'ayez pas peur. Effectivement, n'ayez pas peur. Il y en a certains qui ne vont pas répondre, mais il y en a forcément d'autres qui vont répondre. Et puis, peut-être accéder à des coachs dans des communautés, accéder à des communautés un peu où il y a du partage, où il y a des mises en relation entre anciens et nouveaux freelances. C'est toujours possible et il faut juste... beaucoup chercher. Faut juste, ne pas abandonner. Sortir de ces certitudes. Ne pas se lasser aussi. Exactement. Très bien.
Maintenant, concernant les projections sur un futur très proche, voilà, on va commencer par ça, le plus facile. Moi, je dirais courant 2025 ou début 2026. En tant que freelance, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? À part, bien sûr, ce que tu nous as déjà partagé. Donc, on l'aura compris, réseau. C'est très important en 2025. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire, voilà, pour se préparer, obtenir le plus de choix possible sur les missions, etc. Bah, à vrai dire, il n'y a pas que le réseau, mais pour moi, c'est surtout un état d'esprit à avoir. Fonctionner en tant qu'entreprise. Faire du marketing en valorisant ce qu'on fait, en chiffrant un peu nos réalisations chez les clients déjà. Déjà, ça peut te permettre de rester plus longtemps chez ce client-là ou bien accéder à des missions plus importantes. Tu sais que beaucoup de clients ouvrent des appels d'offres spécialement pour des consultants, spécialement taillés pour des personnes qu'ils trouvent importantes et intéressantes. Donc rien n'est impossible, il faut pour moi, et puis c'est un exercice franchement sympa, de pouvoir un peu quantifier, et quel que soit le domaine, la dernière fois on a parlé de business analyst ou d'incident manager, mais quelle que soit la spécialité, on peut être capable de quantifier notre travail, de le valoriser, de sortir des chiffres et des acquis dessus. Un freelance, aujourd'hui, il doit juste savoir qu'il n'est plus le seul, et qu'il n'a pas à être seul. Il n'est plus le seul dans le marché parce qu'il y a 15% parce que le nombre de freelances il croît de 15% chaque année. Aujourd'hui, on est entre 300 et 500 000 freelances dans l'IT en France, et ça va continuer à croître. Et puis, qu'il n'a pas à être seul, c'est qu'il doit bien s'entourer, surtout bien s'entourer. De confrères, d'ingénieurs d'affaires, j'ai peut-être dit plusieurs fois, beaucoup de fois. Par longtemps. Mais pour moi, c'est chacun son marché et chacun crée son marché, l'alimente et puis arrêter surtout de penser qu'aux bénéfices. Parce que finalement, les bénéfices arrivent quand on arrête de penser à ça. Quand on lâche prise un petit peu. Je rencontre beaucoup de freelances qui me disent « Oui, Ayman, tu sais, le marché va pas bien, il est en crise. » Mais moi, je le dis. Et quand je leur dis « Pourquoi vous dites ça ?» Ils me disent non, parce que les TJ, j'ai pas réussi à avoir une augmentation de TJ. Oui. Parce que j'ai pas réussi à avoir le TJ que je veux. Que je voulais, oui. Mais en fait, c'est pas que ça. C'est un marché, c'est pas que le TJ. En fait, pour moi, ce marché-là, il est constitué de personnes qui un peu échangent des services, des informations. Et au moment où on va arrêter de penser au TJ, aux bénéfices, ben c'est à ce moment-là que ça va arriver. D'accord. Est-ce que pour toi, il y aurait une différence entre les grands comptes et les startups, les plus petites structures? Est-ce que c'est plus facile d'approcher l'une ou l'autre? C'est plus facile d'obtenir le bon TJM chez l'une par rapport à l'autre? Comment ça se passe en fait? Pour moi, c'est deux sphères différentes qui ont leur code, leurs règles et leurs besoins différents. Chez une start-up, on va plus aller chercher des personnes très immédiatement, très disponibles. Je ne pense pas qu'on aura droit à une période d'auto-formation, des choses comme ça. Exactement. Oui. Il y a moins de stabilité. Par contre, peut-être il y a plus de projets, des projets plus challengeants, plus innovants, etc. Okay. Chez des grands comptes... c'est plutôt des missions classiques. Moi, je ne vois pas beaucoup de différence entre les missions CDI que j'ai faites chez les grands comptes et les missions freelance chez les grands comptes. Justement, c'est que en fait, cette ambiguïté un peu qui fait qu'il y a un peu une ambiguïté entre le freelance et le salariat ou le salariat avec bénéfice. En fait, c'est quand on passe beaucoup de gens passent en freelance parce qu'ils pensent que leur GSN ne leur apporte pas plus. Et qu'ils préfèrent un peu gagner plus et que continuer, au final, c'est pas vraiment une bonne raison de passer en freelance. Et le fait un peu de continuer dans ces ambiguïtés d'entretien client, de régie un peu de 3 à 4 ans, ça fait que les gens un peu font ces choix de passer en freelance, mais sans vraiment avoir les bonnes raisons de passer en freelance. Mais ça reste un passage intermédiaire, on peut dire? Ça peut l'être. Il y a plein de consultants, plein de professionnels de l'IT qui reviennent un peu au
au CDI, au salariat, après avoir testé le freelance. Et il y en a peut-être 5 à 4% que j'observe seulement chez Lightning. Mais il y en a et ça existe. Tu m'as parlé tout à l'heure du réseau, encore une fois. Moi, je souhaiterais bien rajouter quelque chose. Par rapport au réseau, pour moi, il n'y a pas que les apporteurs d'affaires, les pairs, comme moi, des consultants IT, etc. Ça peut aussi passer par du bénévolat. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton expérience ou tes expériences dans le bénévolat qu'on pourrait mettre en lien avec tout ça? En fait, chez Lightning, on a fait le choix dès le début de s'engager un peu en visant des causes non seulement pour aider ces gens-là, ou pour aider des personnes dans le besoin, mais surtout pour permettre à nos consultants, d'un peu d'interagir avec d'autres consultants ou d'autres personnes qui viennent d'un autre monde, du monde du freelance, de la finance, des TJ, des régies et forfaits. Il y a 4 ans, on a commencé un peu à prendre des enfants un peu démunis en parrainage. Et ça permet un peu aux consultants d'échanger avec ces enfants-là. Aujourd'hui, on est à 27. Et ça permet un peu aux consultants de se détacher un peu de ce monde-là. De faire autre chose. De faire autre chose. Et finalement, en se détachant de ce monde-là, on se retrouve des opportunités meilleures en étant détachés, avec des personnes forcément plus proches de nous, parce qu'ils partagent les mêmes sensibilités, les mêmes intérêts. L'année dernière, on a aussi aidé à la création d'un club de foot féminin pour permettre un peu surtout aux consultantes aussi de s'épanouir plus en accédant à ce sport-là. Et puis pareil, beaucoup de synergies se créent finalement en dehors de ce monde qui est un monde très pro, très régi par des règles. Et finalement, tout ce qu'on va aller chercher dans des environnements moins un peu, comment dire, dans la relation humaine, avec moins de clivage, on veut dire avec plus de liberté, ça un peu motive ou ça aide un peu à créer des synergies et des relations qui forcément aboutissent un peu après à des missions, à d'autres relations, à des opportunités, sans avoir même cherché. C'est du lien concret autrement. Exactement. Oui. Parce qu'en fait, on se retrouve vraiment la tête dans le guidon. Des fois, on ne prend même pas de vacances. On fait le calcul du coût des vacances à travers combien de jours non facturés on a fait. Tu sais que même en proposant des jours de formation gratuits aux freelances, beaucoup d'entre eux, par exemple chez Lightning, refusent ou bien ne trouvent pas le temps de le faire parce qu'on pense que une journée, ça vaut ça et que je ne veux pas rater ça. Et on va toujours revenir à la même idée. En fait, le plus important, c'est de créer des liens. Créer des liens un maximum possible. Parce que c'est comme ça d'ailleurs que l'humanité elle a pu un peu avancer pour moi. C'est plus nos liens entre nous sont denses, plus on apprend, plus on échange, plus on grandit mieux ensemble et on a accès à plus d'opportunités. Des fois, les opportunités, si on n'a pas, on peut les créer. Des fois, je peux rencontrer un client quelque part qui va ouvrir un besoin spécialement pour moi parce que j'ai réussi à le convaincre que avoir un tableau de bord, c'est intéressant. Très bien. Et quelque chose de très important que je voudrais bien ajouter, c'est qu'un freelance doit se protéger de l'épuisement. Parce que finalement, quand on a parlé de vacances non prises, de formations qu'on ne fait pas, de liens qu'on ne fait pas autrement que dans le pro, on se retrouve des fois dans l'épuisement. Et en fait, tous ces efforts qu'on a fait, au final, à quoi ça servirait à ce moment-là, puisqu'on est épuisé, on n'a plus d'énergie. En fait, pourquoi on fait ça pourquoi on fait tout ça à la base, tous ces efforts? C'est pas vraiment l'argent pour l'argent, mais c'est vraiment pour s'épanouir ailleurs, faire des activités, avoir une vie familiale confortable, des choses comme ça. Donc, faut vraiment garder à l'esprit que les vacances, c'est nécessaire. Les formations aussi, ça permet de s'épanouir différemment. Hein. Comme tu dis, les activités associatives, etc. Et aussi, des fois, le travail sur soi et se poser et faire une pause. En chemin, moi, c'est ce que je fais souvent quand je sens que vraiment j'approche de la fin.
Je me dis que c'est là le moment où vraiment j'ai besoin de me poser, de réfléchir, voilà, de faire tout ce que je ne pouvais pas faire en étant en mission. Et voilà, m'épanouir finalement et profiter de l'argent récolté. S'il en reste, Si je puis dire. parce S'il en que reste, il en reste toujours. Je à, parle de l'argent. à vrai dire, malheureusement, j'en vois beaucoup de consultants se perdre un peu, beaucoup de freelances se perdent et oublient un peu la raison pour laquelle ils sont On fait rentrés tout ça, dans ce oui. monde-là. Oui, oui. C'est toujours. Il y a aussi la solitude du freelance qui le laisse un peu partir dans ces zones-là. Et pour moi, être bien entouré, échanger, permet aussi d'éviter ce type de situation. Ne pas oublier pourquoi on a été freelance pour la première fois. Et revenir à l'état d'esprit du débutant. Et puis surtout, tu sais, avoir un cercle de confrères est très très important. Si je suis consultant SAP fonctionnel, par exemple, je dois absolument en avoir 5, 6 d'amis proches ou de confrères, comme pour les médecins, comme pour les photographes, avec qui je vais partager mes inquiétudes, mes réussites, mes informations. Et puis aussi, ça permet beaucoup d'éviter ce genre de zone grise. Oui. Et puis parfois même, ce sont les confrères qui peuvent tirer la sonnette d'alarme et te dire, en fait, tu devrais arrêter. C'est le moment pour toi de prendre une pause pour toi. Exactement, c'est un miroir pour nous. Oui. C'est une sorte de miroir. Et c'est une sorte de miroir à exploiter sans modération. Je veux dire, rien ne m'empêche de demander des avis directement, de parler ouvertement. Et puis, je pense qu'un freelance, il est plus proie à la solitude et à l'individualisme. Et c'est très, très dangereux. Des fois, tu sais, quand tu es freelance, tu as quelqu'un de ta famille, il n'est pas forcément dans le domaine, mais qui a vu un article quelque part, pour te dire comment ça va, attends, je m'inquiète, j'ai lu que le freelance aujourd'hui, il va pas bien, et ça n'aide pas beaucoup. Alors que en ayant des relations plus avec des confrères un peu, ça peut un peu rassurer, avoir une meilleure image. Moins avoir des personnes qui comprennent un peu de quoi on parle. On dit beaucoup de mots techniques et forcément on a besoin de gens qui comprennent ça aussi. Très bien. Donc maintenant qu'on se rapproche de la fin, moi j'ai un petit jeu à te proposer, une rubrique pour ou contre. Oui. Donc j'ai quelques questions et j'aimerais avoir ton avis sur des questions un peu tabous. Okay. Pas très tabou, mais à mon goût. Mais je dois répondre par oui ou par non seulement? Pour ou contre. Okay. Pour ou contre et nous dire pourquoi. Donc c'est des questions que je vois souvent dans les groupes Facebook. Donc ça génère du débat. Chacun a son avis et j'aimerais bien... ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ton avis, avoir ton avis sur ça. Oui. Donc première question. Le badge Open to Work sur LinkedIn, pour ou contre? Je suis contre. Et je suis pour. D'accord. Pour les jeunes débutants, pour les débutants, oui, le temps de se faire un réseau, peut-être, mais un consultant à 3 à 4 ans d'expérience en freelance ne devrait pas utiliser ça, ne devrait pas avoir besoin de ça. Moi, je trouve aussi que c'est légèrement dévalorisant, ça met la personne dans une position de besoin. Ça ne dégage pas forcément la bonne énergie, je trouve. Moi, je ne le vois pas comme ça, mais c'est surtout du point de vue réseau et lien. Un consultant, pour moi, 5 ans, 6 ans d'expérience dans le freelance, il ne devrait pas utiliser une pastille verte pour retrouver une mission. Ou bien il ne devrait pas se réveiller un jour et commencer à commenter dans LinkedIn pour retrouver une mission. C'est un travail qui doit être fait en amont et il ne doit plus avoir besoin de ça. Très bien. Pour ou contre, une mission avec un TJM bas par rapport au marché? Oui, pourquoi pas. D'accord. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de freelances en fait qui sont contre et qui en veulent un petit peu à ceux qui prennent des missions comme ça en disant qu'ils font baisser les tarifs du marché. Les tarifs du marché, c'est pas les gens qui acceptent des missions à petit prix qui le font baisser. D'accord. C'est l'offre et la demande. Après, chacun il a ses raisons. Pour moi, je ne suis pas contre qu'un consultant prenne une mission en dessous du prix du marché parce qu'il y voit peut-être une reconversion possible, un projet intéressant,
une proximité. Pour moi, tout peut être assumé comme une entreprise peut vendre des fois un peu au rabais certains services. Je suis aussi pas contre qu'un consultant retourne en CDI. Oui, Il y en a c'était plein ma qui le prochaine font. question. Ben oui, vas-y. Pour ou contre revenir au salariat? Ah ben oui, je suis pour. Oui. Je suis pour, mais avec les bonnes raisons. Oui. Tu as plein de consultants, par exemple, ils ne se retrouvent pas dans le freelance, dans cette inquiétude-là, dans l'incertitude, et ils préfèrent rester en CDI, ça leur convient parfaitement. Et puis, tu as un autre type de consultants qui sont un peu plus expérimentés, sur des technos un peu vieillissantes ou rares, et ils se voient un peu repartir en CDI pendant 2-3 ans, utiliser ça pour un peu se former, accéder à des projets intéressants, et puis retenter le marché du freelance après. D'accord. Tu sais, on reproche beaucoup aux freelance. Aujourd'hui, on leur a reproché beaucoup de ne pas réseauter, de pas se reposer sur les bonnes pratiques et tout. Mais je voudrais dire aussi que c'est très courageux d'être en freelance aujourd'hui. Oui. C'est vraiment très courageux parce que c'est vivre dans l'incertitude. Tu as toujours, il y en a plein qui ont des familles à nourrir. Ils sont toujours dans des délais d'un mois de préavis, mais ils continuent, ils croient, ils ont cette croyance positive, et c'est important. Qu'on croit que même après, il y aura une bonne mission et qu'on retrouvera une mission, ça c'est génial. Et c'est très courageux, je trouve. Et le portage salarial aussi peut être une option entre les deux? Oui, surtout aujourd'hui, on voit que l'offre du portage devient plus intéressante et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne font plus que portage salarial, qui essaient un peu de faire en sorte de créer des communautés, de multiplier les services proposés, de proposer des formations, des coachings gratuits pour les consultants. Et c'est très sécurisant. Ça donne accès aussi à des consultants. Par exemple, chez Lightning, on fait toujours ce lien-là. On fait que ces liens-là se réalisent entre consultants chevronnés et nouveaux consultants, peut-être s'ils sont dans le même domaine ou s'ils ont les mêmes affinités. Prochaine question. Pour ou contre les nouveaux coachs qu'on voit sur LinkedIn et qui proposent des formations pour apprendre l'apport d'affaires et gagner 1 million d'euros par an? Moi, je suis contre. Non, je ne sais pas. En fait, moi, je suis dubitative. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière et tant que je ne sais pas en fait ce qu'il y a derrière, je ne peux pas en fait avancer des frais ou payer une formation comme ça. Ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer, mais ce que j'ai relevé dans cette vague-là, un peu, c'est que ils reprennent un peu les codes de tout ce qui est commerce électronique et promesses d'enrichissement rapide. Et ça me laisse un peu très dubitatif par rapport à ça. Et par contre, il y a du coaching de freelance en général. Commence à se développer très très bien. Il y a vraiment des coachs qui sont très très reconnus, très compétents. Il y en a plein qu'on recommande aussi chez Lightning. Et je trouve que tant mieux qu'aujourd'hui les gens acceptent de se faire accompagner par des coachs. Ça, c'est un bon point. D'accepter un peu d'avoir des faiblesses et des besoins. Très bien. Dernière question. Qu'est-ce que tu penses du cumul de missions? Oui. Moi, je suis pour, personnellement. Mais il y a beaucoup de consultants qui en veulent à d'autres consultants qui prennent 2-3 missions en parallèle. Moi, je pense que je suis pour le cumul des missions pour les top freelance, pour des personnes extrêmement demandées, extrêmement spécialisées, et qui ont un peu les codes et les règles pour un peu cadrer le fait d'être dans 2-3 missions en parallèle. Ça veut dire que c'est des gens qui vont imposer leurs règles. Ils ne vont pas être invités à toutes les réunions possibles. Ils viennent, ils font leur cadrage, ils livrent leurs livrables. Ils imposent leur méthodologie de travail. Mais si je suis en régie chez une banque, il est quasiment impossible ou un peu suicidaire d'aller chercher une deuxième mission en régie dans une banque alors que je fais un truc que tout le monde peut faire. Je vais commencer à jongler. Il y en a beaucoup malheureusement, ils le font en cachette parce que normalement il faudra déclarer ce genre de choses. Et surtout, ça pourrait un peu... Moi, ça dégrade le service. Ça dégrade la qualité du service et puis ça déconcentre. Moi, je le déconseille pour ce type de personnes. Mais par contre, pour des freelances hyper spécialisés, oui, bien sûr. C'est même motivant et stimulant pour eux. Ils ont besoin de ça. D'accord, très bien.
Pour clôturer cet échange, je vais partager un petit sondage que j'ai posté sur un groupe Facebook. Donc, c'est un échantillon de freelance d'une centaine de personnes auquel j'ai posé une question concernant la durée qu'il leur faut pour retrouver une mission. Donc, j'ai 5% qui disent que c'est très facile pour eux de retrouver une mission, 12% qui prennent entre 0 et 2 mois pour trouver une mission, Très bien. 53% qui trouvent une mission entre 2 et 6 mois, 18% pour qui il faut 6 mois pour trouver une mission, et 10% qui réfléchissent à revenir au salariat. Par désespoir, je dirais, pas pour les bonnes raisons que tu as citées tout à l'heure. Moi, le mot de la fin, j'aimerais qu'on le dédie à ces 10%. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Eh bien, tu as bien fait de penser à eux. Parce que c'est une population un peu qui est oubliée. Et je pense que c'est ceux-là qui ont le plus besoin de nous. Je pense que les 10% dont tu parles, c'est un chiffre très très réaliste, je crois, vu ce que j'observe aussi chez Lightning, et c'est généralement des personnes assez expérimentées, assez seniors, pas très spécialisées, et qui peinent vraiment à trouver des missions. Pour moi, la solution pour eux, il n'y a pas de solution générale pour tout le monde, et c'est surtout le fait qu'ils soient un peu atypiques, et chacun il a son profil et un parcours différent. Ce que je pourrais te proposer, c'est qu'ils nous écrivent. Soit qu'ils t'écrivent ou bien qu'ils nous écrivent chez Lightning, monportage@lightning.com, et on va essayer d'en aider un maximum qu'on peut, parce que finalement ça va passer par c'est au cas par cas qu'on pourra un peu se pencher sur. Très bien. Donc cultiver sa différence et aussi nous contacter. Donc vous pouvez contacter directement Ayman Fajri sur le site web de Lightning. Exactement. Et sinon, il y a moi sur Instagram, principalement Pause Café 57. Et c'est un plaisir de pouvoir accompagner toujours des freelances qui sont en difficulté, en réussite, et de continuer à échanger avec eux. C'est un plaisir d'avoir partagé avec toi, Ronax, le plaisir est partagé. Ce podcast. Et puis j'espère qu'on va toucher un maximum de monde et qu'on pourra encore continuer à partager nos réussites, nos apprentissages ensemble. Merci beaucoup, Ayman.